Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie et le temps apparaissent à l'occasion du Big Bang. C'est le début de la physique. Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l'énergie commencèrent à se fondre en structures complexes, appelées atomes, lesquels se combinèrent ensuite en molécules. C'est le début de la chimie. Il y a 3,8 milliards d'années sur Terre, certaines molécules commencèrent à former des structures. C'est le début de la biologie. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. Et moi, je suis là pour vous la raconter. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on aborde un sujet un peu épineux puisqu'on va parler de la révolution la plus importante et la plus déterminante pour l'humanité. Il s'agit de la révolution cognitive. Tu t'es jamais demandé quand on est passé de ça à ça? Comment notre espèce, Homo sapiens, s'est passé de simples fourrageurs craignant la prédation des fauves à maître absolu de la chaîne alimentaire en quelques milliers d'années? Ce qui dénote vachement. Parce que grâce à l'apparition des cultures humaines, on a su prendre une autoroute pour nous adapter quasiment instantanément à notre environnement. Là où l'évolution génétique prend des millions d'années à forger les rapports de force sur Terre. Et je vous jure, c'était pas gagné, il y a encore 100 000 ans, on n'était qu'une minuscule poignée à vivre en Afrique équatoriale. Nous n'étions même pas les plus malins dans les espèces du genre Homo. D'ailleurs, toutes les espèces du genre Homo réunies ne dépassaient pas les 150 000 ploucs sur une superficie allant de l'Espagne à l'Indonésie. On était vraiment des touristes sur Terre. À côté, t'avais de la mégafaune, comme les diprotodons, les mammouths ou autres tigres à dents de sabre. Comment une espèce humaine totalement faiblarde a pu se hisser de la sorte? Alors, avant de commencer, je tiens à vous prévenir. Je vais baser mon raisonnement sur l'école de pensée darwiniste, qui voit l'évolution comme une adaptation continue des espèces à leur environnement de vie via le prisme de l'ADN. Grosso modo, nous sommes un ordinateur, l'ADN, notre processeur, va nous adapter aux nouvelles difficultés et contraintes présentes sur notre environnement de vie. C'est un peu comme du deep learning, mais genre ça prend beaucoup de temps, genre des millions d'années. Genre si la culture et les innovations sociales qui en découlent sont une autoroute, bah l'évolution génétique, c'est un embouteillage sur la 51 entre 17h et 20h, nous, on est les motos dans cette histoire. Il y a 4 millions d'années, des animaux très proches des hommes modernes apparaissent. Les australopithèques. Ils se distinguent des autres hominidés par leur boîte crânienne plus développée, par leur capacité à se redresser et surtout par certaines réalisations technologiques, comme l'établissement des premiers outils à l'aide de galets taillés. On pense qu'ils sont à l'origine du genre Homo qui réunit toutes les espèces humaines. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. L'Homo rudolfensis, l'Homo habilis, ou encore l'Homo néandertal vont découler de cette dynamique évolutive. Ils vont développer des capacités cognitives plus élaborées que les australopithèques et vont être capables d'innovations technologiques plus poussées. L'Homo habilis aurait fabriqué des bifaces, des hachereaux ou encore des bolas. Malgré ces avancées, le genre Homo va stagner au milieu de la chaîne alimentaire pendant des millions d'années. L'Homo erectus, ou homme dressé, est certes à l'origine du feu, mais pendant ces 2 millions d'années d'existence sur Terre, il connaîtra une quasi-stagnation technologique. On estime à 4-5 heures leur temps de travail journalier pour assurer leur subsistance, et le reste du temps, ils vagabondent et se détendent. Autant te dire que dans une vie aussi paisible, on devait voir d'un bien mauvais œil le progrès technologique et le changement qu'il implique. Mais imaginez une stagnation de près de 2 millions d'années pour nous autres sapiens qui sommes habitués à vivre dans des sociétés où la science est facteur de progrès. Rien qu'en Union Européenne, sur l'année 2018, c'est plus de 71 000 brevets scientifiques qui sont déposés auprès de l'Office européen des brevets. Un virus arrive et bam! Un an plus tard, on a déjà développé une multitude de vaccins. Bref, toutes ces espèces ont cohabité pendant des millions d'années, apparaissant ou disparaissant au gré des mutations génétiques. Nous autres sapiens, on a longtemps vécu avec d'autres espèces archaïques avec lesquelles on s'est mélangé. Notre ADN comporte pour toutes et tous de légers héritages de ces espèces archaïques. Par exemple, entre 1 et 4% de l'ADN des Européens et des Moyen-Orientaux est issu de Néandertal, et entre 4 et 6% de l'ADN de certains indigènes d'Océanie, surtout les Mélanésiens et les Australiens, provient de Denisova. C'est énorme. Mais on se calme, ça reste un héritage très succinct, on reste la même espèce de bipède avec les mêmes capacités physiques et mentales. Tout ça pour te dire qu'on a longtemps vécu avec d'autres espèces humaines sans pour autant s'être distingués. Du coup, on a dans le passé fréquenté l'Homo denisova, premièrement localisé en Sibérie. L'Homo soloensis, dans la vallée de Solo à Java, l'Homo néandertal au Moyen-Orient et en Europe, ou mon petit préféré, l'homme de Flores, une espèce de nain mesurant 1 mètre pour 25 kg,
vivant sur l'île de Flores en Indonésie, et qui est la dernière espèce archaïque à s'être éteinte il y a 12 000 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne les ai pas tous cités, mais on est très loin de les avoir tous découverts. D'ailleurs, je profite de parler de différentes espèces humaines pour évoquer la théorie d'Hélène Morgan, une écrivaine britannique. Elle pose la question suivante. Où se cacherait un proto-humain pourchassé par un léopard? Probablement dans un lac. Et imagine un stade aquatique pendant le développement de l'être humain. Ce qui pourrait expliquer certaines caractéristiques physiques de notre espèce, comme notre manque de poils ou notre poitrine proéminente. Je charrie parce qu'en vrai cette théorie est considérée comme crédible au sein de certaines sphères scientifiques, mais passons. Il y a 100 000 ans, les sapiens tentent de s'implanter hors d'Afrique vers le Levant. Mais c'est un bide. On n'a pas les capacités nécessaires pour migrer et s'adapter à de nouveaux environnements. Et on a dû aussi se heurter à des tribus de Néandertal sur le passage. Mais d'un coup, il y a 70 000 ans, on retente notre chance et magie, ça marche. On se répand de partout dans le monde. Alors, on s'implante premièrement au Moyen-Orient et dans la péninsule arabique. Puis l'Asie centrale, le sous-continent indien, la Chine, ensuite l'Europe. Il y a 45 000 ans, on se débrouille même pour arriver en Australie, là où nulle autre espèce humaine n'est jamais parvenue. Vers moins 25 000, on traverse le détroit de Bering pour s'implanter sur tout le territoire américain en moins de 10 000 ans. C'est un véritable blitzkrieg. Pour les chercheurs, il y a une rupture dans nos aptitudes cognitives. Autrement, c'est impossible une expansion si soudaine. Imaginez, on fait une expérience. On remonte le temps avant ces migrations, on prend un bébé sapiens archaïque, on n'aurait sûrement jamais pu lui apprendre à lire, à vivre et raisonner quotidiennement dans nos structures sociétales complexes. Le convaincre du bien fondé, du communisme, du libéralisme, du véganisme, du bouddhisme ou toute autre construction intersubjective aurait été impossible. Mais si tu réitères avec l'un de ces gars arrivés en Australie, tu pourras lui apprendre à lire du Victor Hugo, l'emmener à l'école, faire de lui un chrétien, un juif, un athée, etc. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture il y a environ 70 000 ans? On n'en a aucune idée. On pense à une mutation soudaine du cerveau qui lui aurait permis de développer un langage plus élaboré. Noah Harari parle de la mutation de l'arbre de la connaissance. Mais pourquoi s'est-elle produite chez nous et pas chez Néandertal par exemple? Chaque espèce animale a développé plus ou moins un langage ou une manière de communiquer. Pourquoi nous c'est plus puissant? Il est d'une très grosse souplesse et permet de stocker plein d'informations, ce qui a permis de mettre la coopération au centre de nos vies. Les petites bandes ont pu se regrouper en plus grandes bandes avec des rouages sociaux plus complexes. Mais le plus important, c'est le fait de parler de choses qui n'existent pas, ou du moins de phénomènes impalpables. C'est la fiction qui a permis d'imaginer des concepts pour nous réunir. La République, le catholicisme, l'État, le système monétaire, et j'en passe. Nous pouvons tisser des mythes poussant les individus qui ne se connaissent pas à collaborer entre eux et à augmenter la dimension de la coopération humaine. On peut développer des innovations rapides en termes de comportement social. On coopère en masse et en souplesse. Les animaux peuvent coopérer mais de manière très rigide et répétitive, un peu comme la bureaucratie. Mais du coup, ça n'existe pas la bureaucratie. C'est juste une croyance qui a permis de faire converger l'effort de millions de personnes pour s'administrer. Bref, en tout cas c'est ce qu'on appelle construction intersubjective qui a permis de nous hisser au-dessus de la chaîne alimentaire. Par exemple, je ne pourrais jamais convaincre un lion de me donner une part de son steak en le convainquant qu'il lui sera rendu au paradis des fauves. Rod, Todd, ici Dieu. Marchez à travers le mur, je l'ouvrirai pour vous. Plus tard. Attention, je ne dénigre aucune croyance ici. Moi-même je crois dur comme fer à l'existence de Dieu. Mais c'est cet attrait pour la fiction qui est la part la plus importante de notre langage. Chaque organisation pérenne base sa construction autour de mythes et de récits. La croyance en la République populaire de Chine va permettre une synergie d'action entre plus d'1 milliard de personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ça marche aussi pour la religion. Pendant les croisades, des ordres se créent pour protéger Jérusalem et la chrétienté, réunissant des individus issus de contrées éloignées et variées. 1000 individus travaillant dans un grand groupe privé vont coordonner leurs efforts acharnés car ses membres croient en la productivité et à ses bienfaits. Un fan du Benfica vivant au Portugal ne verra aucun problème à monter un réseau de supporters avec d'autres fans non portugais vivant de partout dans le monde. Étant moi-même un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, je communique avec d'autres fans sur Twitter avec qui je n'ai jamais parlé de ma vie. On a d'ailleurs nos propres idoles, Bernard Tapie, 2P, nos propres uniformes, notre propre langage et rituels. Et tout ça parce qu'on croit au bien fondé du supporterisme et de l'écosystème social qu'il génère. Et effectivement, cette convergence d'action va être encadrée par des rites et des codes en tout genre.
Nous sommes 7 milliards d'humains à croire en l'argent produit dans son temple, la banque, distribué par ses prêtres, les banquiers, avec des rituels comme le crédit, l'épargne ou les placements, avec comme paradis la croissance économique et comme fléau la récession et l'inflation. Et pareil pour les droits de l'homme, protégés par ses chevaliers juristes, et consigné dans son texte mythique la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand la France exhorte la Syrie à protéger les droits de l'homme, bah je trouve ça normal. Pourtant, au tout début du début, si tu veux tuer Grugno, violer sa femme et brûler sa hutte, bah tu peux. Il est où le problème? Depuis la révolution cognitive, on vit dans une double réalité. D'un côté, celle des forêts, de l'oxygène et des molécules, et de l'autre, celle des États, des nations, des systèmes juridiques, des églises, et j'en passe. Adios ces embouteillages de la révolution génétique, bonjour à l'autoroute de la révolution culturelle qui permet de nous adapter à notre environnement de vie tangible. L'adaptation, c'est vraiment le mot d'ordre. À la fin du 19e siècle, on a su changer notre modèle de croyance pour se renforcer. Bah oui, Marianne, la Marseillaise, tout ça, la République française quoi. Du moins telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avant, la France, ça parlait qu'aux populations franciliennes. Un Perpignanais parlait occitan et avait plus de chances de s'entendre avec un Barcelonais qu'avec un Parisien. Un Provençal parlait le provençal et s'entendait plus avec un Italien qu'un Breton. Et ces derniers parlaient le gaélique et auraient plus volontairement coopéré avec un Irlandais qu'un Basque. Sauf que suite à la bévue militaire de Sedan en 1871, bah, il a fallu se renforcer face aux Allemands qui avaient taxé l'Alsace et la Lorraine et lorgné sur les possessions coloniales françaises. Eux avaient déjà une culture nationale fixe et solide, nous c'était plus des cultures régionales éparses. Alors adios à l'Empire et bienvenue à la République et on crée nos propres codes nationaux. Et viennent les lois Ferry qui certes sont cool puisqu'elles rendent l'école gratuite et obligatoire, mais annihilent tout sentiment d'appartenance régionale. Ah bah essaye de parler basque dans la cour de récréation, tu vas voir la belle correction que va te coller le hussard de la République. Tous ces codes sont ultra sacralisés. Et encore aujourd'hui, la République française, c'est la construction intersubjective qui nous réunit. Putain, on va dire à un Français lambda que t'es pas patriote et que tu te fiches que la Marseillaise soit jouée avant un événement sportif, t'as 2 chances sur 3 de le surprendre. D'ailleurs, en restant sur le sport, si tu ne supportes pas ton équipe nationale ou un club français pendant une compétition européenne, d'ailleurs, mon petit cousin est un immense fan de la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, pourtant il ne se considère aucunement comme appartenant à la communauté nationale allemande. Il a juste commencé à suivre le foot très jeune lors de la Coupe du Monde de 2014, puis lors de l'Euro 2016. Le concept d'appartenance à la nation française, incarné ici par son système politique, la République, n'avait pas totalement été modélisé par sa plasticité cérébrale. Et son évaluation s'est basée sur une performance athlétique conditionnée par des règles plus simples. Et l'un des mauvais aspects de la révolution cognitive, c'est qu'on a un peu trop tendance à diviser le monde entre nous et eux. Et cette dichotomie est le principal facteur de violence dans nos sociétés. Quand tu analyses les oppositions dans un conflit, c'est souvent des gens rattachés à des socles culturels différents. Tu mets tes normes comme point de référence et tout ce qui s'en éloigne est considéré comme déviant. Par exemple, les Romains qui buvaient du vin et parlaient latin assimilaient les Celtes buveurs de cervoise à des barbares parce que blablabla, on comprend rien à leur charabia. Les sociétés arabes et plus tard européennes légitimaient l'esclavage en apparentant les populations noires à des sauvages par leur couleur de peau et de par leur culture animiste qui s'éloignait du schéma religieux monothéiste, facteur de progrès alors. Les Japonais ont imposé leur pseudo-culture supérieure, symbolisée par la pureté de leur dynastie impériale, celle des Yamato, ininterrompue depuis l'Antiquité, aux Chinois, aux Coréens, aux Aïnous et autres pauvres peuples du Pacifique. D'ailleurs, les sapiens ont cohabité tout du long avec d'autres espèces du genre Homo. Certains chercheurs pensent que c'est cette dichotomie de perception, nous et eux, qui aurait poussé les sapiens modernes à massacrer les autres populations, notamment celle des Néandertals. D'ailleurs, j'ironisais un peu avec l'autoroute de la culture en contraste avec les embouteillages de la révolution génétique. Mais la lenteur de cette dite évolution génétique permet de développer des contrepoids face à certains prédateurs. Le requin par exemple, avant de se hisser tout en haut de la chaîne alimentaire, bah ça a pris des millions d'années. La nature a eu le temps de développer des contrepoids pour équilibrer l'impact du carnassier sur la biodiversité. Tu regardes le lion, bah au fur et à mesure, la gazelle elle a appris à détailler le plus vite possible. Sauf que nous ça arrivait très vite, voire trop vite. Regarde les conséquences, guerre meurtrière et catastrophe écologique. Rappelez-vous, en 45 000 avant Jésus-Christ, notre espèce pénètre en Australie et en quelques milliers d'années, on éteint 23 des 24 espèces animales de 50 kg ou plus. Un grain de sable en comparaison des millions d'années qu'il a fallu à cet écosystème pour se forger. Et rebelote en moins 16 000 quand on débarque en Amérique, on a encore tout niqué en un rien de temps. Putain, ça se trouve le Covid c'est le début des freins naturels pour qu'on arrête notre délire. D'ailleurs, en parlant de population archaïque, je reviens à l'Homo erectus qui, lui, en 2 millions d'années, n'a connu quasiment aucun changement sur le point de vue sociétal et technologique. Et il vivait heureux, bien plus heureux que nous. Il travaillait 5 heures par jour et le reste du temps il glandait. Pas de révolution cognitive, pas de prise de tête. What else? Alors certes, on s'est hissé au-dessus de la chaîne alimentaire, mais est-ce qu'on est pour autant plus heureux? Réponse dans ma prochaine vidéo, la seconde révolution la plus importante de l'humanité. Je vous embrasse.